Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce masterclass où l'on va parler à la fois de stratégie d'acquisition, mais surtout comment optimiser les choses grâce à la connaissance client. Donc on est ici sur un format débutant, si je puis dire, sachant que sur ces sujets-là on peut aller assez loin. Donc je ferai en sorte d'être le plus pédagogique possible. Pour commencer, je vais avoir deux questions. La première, c'est dans la salle, quels sont ceux qui ont des sites web avec un objectif de génération de contacts ? Majeure partie, et les e-commerçants, dont l'objectif serait de la génération de ventes en ligne. Ok, donc on est à majorité génération de contacts. Deuxième point, c'est dans la salle, quels sont ceux qui ont un fichier client prospect ? Majeure partie. Et quels sont ceux équipés d'un CRM ? Majeure partie également. Mon dernière question, qui aurait un Datamart ? 2 personnes ? Très bien. Ok, donc c'est parti. Première chose, lorsqu'on parle de connaissance client, on fait souvent le parallèle avec les stratégies de fidélisation. Donc la connaissance client est un prérequis dans les stratégies de fidélisation. Mais là, on va voir aussi que la connaissance client a aussi une véritable vertu dans les stratégies d'acquisition, même pour des modèles économiques sur lesquels il n'y a pas de récurrence dans la partie achat ou dans la partie fidélisation. Donc on va vraiment prendre cet angle-ci, avec aussi des parallèles sur la partie fidélisation. Donc en acquisition, tout comme en termes de communication, il y a vraiment un arrêt fort sur tout ce qui est stratégie de masse et la volonté aussi de finesse à la fois dans les ciblages, de finesse à la fois dans les messages et de finesse à la fois dans les actions. Et la connaissance client, c'est avant tout l'élément qui permet d'atteindre ce niveau de finesse. Auparavant, c'était des fautes de connaissance client qu'on s'adressait par grande masse en englobant les grandes typologies de clients ou les grandes typologies de prospects dans des clusters et en se disant, une fois qu'ils sont dans ce cluster-ci, globalement, ils auront le même comportement, avec à peu près les mêmes besoins et avec à peu près aussi la même fréquence d'achat. Les individus, comme vous le savez, sont sursollicités, à la fois par des campagnes d'email de masse, du retargeting, donc le reciblage publicitaire qui n'est pas forcément bien dosé, des offres pas forcément aussi adaptées. On peut aussi avoir des offres dédiées à des nouveaux clients qui ne sont pas forcément éligibles dès lors qu'on est client, des surpressions marketing et ce qui emmène du coup à, dans l'absolu, de l'harcèlement qui peut être perçu par certains, de la saturation pour d'autres, encore de l'insatisfaction ou de l'intrusion. Donc la mise en conformité aussi de la donnée, notamment RGPD, a permis de réglementer et régulariser pas mal de choses et qui traite du coup mécaniquement ces sujets-ci, mais une véritable volonté aussi de personnaliser et d'adapter les choses. Les consommateurs, comme vous le savez, ont des envies et à présent des goûts différents et deviennent aussi de plus en plus exigeants sur ces points-là. Autant par le passé, ils s'adaptaient, je dirais à la marque, ils s'adaptaient aux actions. Maintenant, il n'y a plus d'efforts particuliers qui sont faits par les consommateurs. C'est avant tout aux marques de s'adapter, avant tout aux marques de comprendre quelles sont leurs envies, quels seraient aussi leurs facteurs irritants pour avoir l'approche, je dirais, la plus proche et la plus personnalisée auprès d'eux. Donc l'exigence des consommateurs attendent des marques qu'elles leur facilitent la vie. On doit être vraiment de plus en plus vers un marketing serviciel qui doit apporter du conseil au bon moment et au bon niveau aussi de maturité du prospect dans son parcours de recherche. Également des solutions personnalisées. Les prospects et les clients sont de plus en plus exigeants aussi sur la notion de personnalisation et la notion aussi de solution par rapport à un besoin exprimé ou une problématique formalisée. Qu'on les assiste aussi dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'une fois soit pendant le parcours d'achat, avant l'achat ou une fois l'achat réalisé, qu'on puisse aussi les accompagner quant à l'usage du produit, quant à la satisfaction liée à l'usage du produit ou à des produits complémentaires dans le prolongement du premier produit acheté. Et enfin, qu'on leur fasse vivre une relation humaine et vraie, et c'est là aussi que les réseaux sociaux peuvent avoir leur rôle. Les stratégies relationnelles également pleinement et aussi de l'intérêt qu'on peut leur apporter, notamment sur la satisfaction ou non depuis la souscription du produit. L'autre élément qui est important dans la connaissance client, c'est de connaître aussi leur parcours. C'est-à-dire qu'un client peut avoir plusieurs parcours. Il peut à la fois vous rencontrer physiquement, il peut vous rencontrer en ligne, il peut aussi être impacté par des médias, qu'ils soient digitaux ou encore traditionnels.
L'autre élément aussi, si on prend par exemple les médias digitaux, il peut y avoir différents formats digitaux. Il peut y avoir les moteurs de recherche, qu'ils soient naturels ou payants. Il peut y avoir les campagnes d'emailing, il peut y avoir les campagnes de bannières ou encore les campagnes sur les réseaux sociaux. Donc encore un autre moyen. Et une dernière chose, c'est que notre client peut avoir aussi plusieurs terminaux. C'est-à-dire qu'il peut aussi vous contacter sur mobile, vous découvrir sur PC, se renseigner sur tablette et encore en savoir plus maintenant sur télé ou dans sa voiture, qui sont aussi à présent connectés. Donc on voit très bien que le parcours client est de plus en plus complexe et de plus en plus unique, dans le sens où chaque individu ayant son propre parcours, il est important de réconcilier ces données, c'est-à-dire les données entre le online et le offline, les données au sein du online et les données entre les terminaux, pour se dire que tous ces points de contact, c'est un seul et même individu, et la nécessité justement de comprendre ces parcours pour déjà, mesurer les facteurs clés de succès et les facteurs clés de défaite, tirer les enseignements et personnaliser les choses une fois ces parcours enregistrés. Et bien entendu, tout ça s'entend avec des données fiables, exhaustives et intègres. Parce que c'est uniquement grâce à cette fiabilité-là qu'on tirera les enseignements réels et qu'on pourra se permettre d'apporter les meilleurs résultats. Si la donnée est partielle, faussée ou encore non intègre, mécaniquement, les conclusions qui seraient tirées ne seraient pas le reflet de la réalité et on ferait fausse route dans nos actions à venir. Donc le défi, c'est de mieux connaître vos prospects pour les conquérir et le tout grâce à la connaissance client et mécaniquement développer la valeur des clients par une meilleure connaissance de leur comportement. Donc la connaissance consommateur, ça devient véritablement la clé des stratégies web. On voit très bien que jusqu'à présent, même nous, dans les campagnes d'acquisition que l'on faisait, elles étaient avant tout orientées par les résultats obtenus sur l'acquisition pure. Et on voit très bien qu'en maintenant dissociant sur l'acquisition pure d'un contact, si c'est un client ou un prospect, ça n'a pas du tout la même valeur. Et l'autre élément, lorsqu'on mesure aussi les comportements clients et prospects, ça n'a pas du tout non plus les mêmes enjeux. Et la connaissance client devient vraiment maintenant l'éclairage des campagnes web marketing. Auparavant, c'était une nécessité, mais les technologies ou encore la donnée n'étaient pas suffisantes pour y parvenir. Ce qu'on va justement voir à présent, c'est que tant d'un point de vue technique que d'un point de vue données, aujourd'hui les conditions sont réunies pour vraiment aller loin dans l'acquisition issue de cette connaissance en question. Donc la bonne nouvelle justement, c'est que le volume de données ne cesse de croître. Si on regarde entre 2010 et 2020, c'était multiplié à peu près par 20. Entre 2020 et si on regarde prochainement 2030, c'est quasiment multiplié par 13. Et entre 2020 et 2035, c'est plutôt un x60 qui sera fait sur le volume de données disponibles et mis à disposition des annonceurs pour optimiser justement les actions de communication, les actions de connaissance client ou encore les optimisations sur les stratégies d'acquisition. Et en termes de volume, ça donne un peu le tournis, mais sur 2025, c'est 175 zeta-octets, ce qui correspond à un zeta-octet, 1 milliard de téraoctets. Donc on voit que maintenant la donnée, elle est plutôt en quantité qu'un élément prioritaire, elle est plutôt structurée, et elle est plutôt fiable. Donc c'est ce qui fait que de par cette mise à disposition de la donnée, il y a une véritable opportunité dans son exploitation et son usage dans les stratégies d'acquisition. L'intérêt aussi de la donnée, c'est qu'elle peut être utilisée tout au long du parcours client. Donc ici, on a modélisé de façon, si je puis dire, illustrée et pédagogique le parcours client. Donc l'objectif premier, quelle que soit la stratégie, c'est d'emmener à l'achat, que ce soit un site e-commerce bien entendu où la conversion se fait en ligne, mais aussi sur un schéma plus traditionnel où l'étape du digital sera plutôt de générer des contacts qui seront confiés à la force de vente et cette force de vente aura pour mission d'emmener vers l'achat. Mais concrètement, ce parcours sur le digital a pour objectif d'emmener vers la conversion, donc direct en achat ou indirect sur une étape intermédiaire qui serait le contact. L'étape préalable à la génération de contacts reste la couverture de la recherche, qu'elle soit active ou de renseignement. La différence entre les deux, quoi qu'il en soit, ça se passe sur les moteurs de recherche, mais la différence entre les deux blocs, c'est la maturité dans la recherche. Si on prend un parallèle dans l'immobilier, quelqu'un qui aura un projet d'investissement sur une loi Pinel, ici, renseignement de recherche, il va taper loi Pinel, comment ça marche, et recherche active, il va taper achat appartement 2 Rennes, appartement type 2 Rennes, loi Pinel. Et on voit très bien qu'entre
l'investigation et l'action n'est pas du tout sur le même champ lexical, et par l'étude de ce champ lexical-là, on identifie aussi mécaniquement la maturité de notre prospect. Et c'est comme ça qu'on dissocie au sein des moteurs de recherche ces deux grands environnements, et là aussi la donnée est prioritaire pour à la fois identifier en amont ceux qui auront un projet d'investissement et commencer à pousser du contenu Pinel par exemple, et ici identifier ceux qui ont investigué les contenus Pinel et qui sont les plus proches de convertir sur une première prise de contact. Et en amont de tout ça, il y a tout ce qui est autour de la stimulation de besoins, où là on va viser des personnes qui payent des impôts par exemple, mais qui n'ont pas encore en tête ou pas encore été sensibilisées sur des solutions pour les réduire. Et c'est justement là qu'on va plutôt communiquer sur l'intérêt de la loi Pinel et tous les bénéfices d'économie d'impôts que ça peut apporter, qui viendra du coup alimenter les moteurs de recherche, la recherche active et favoriser la prise de contact. Une fois que cette prise de contact est faite, il y a tout ce qui est stratégie de fidélisation ou relationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur une première visite que notre prospect va prendre contact. Donc on peut aussi déclencher, grâce à la connaissance client de l'email, qui va apporter des contenus supplémentaires pour le faire progresser dans je dirais, la considération du besoin et aussi la préférence pour que la conversion se fasse plutôt chez ce promoteur-ci plutôt qu'un autre. Et aussi tout ce qui est partage d'expérience, soit durant ce parcours, mais également une fois la conversion réalisée jusqu'à la livraison de l'appartement. Et ce partage d'expérience viendra aussi alimenter les renseignements de recherche où il y a un moment, lorsqu'on est intéressé par la loi Pinel et qu'on a plutôt pour projet de le faire, on va se renseigner sur l'acteur qui serait plus à même d'accompagner le prospect sur le sujet, et les partages d'expérience reviendront justement alimenter les requêtes avis sur ce promoteur-ci, et on voit très bien que la boucle est bouclée, et c'est un cercle assez vertueux. Mais quelles que soient les étapes du parcours client sur le digital, la donnée est disponible et se doit d'être utilisée pour enrichir chacune des étapes qu'on verra justement un peu plus tard concrètement en termes d'action. Donc une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment procéder, comment concrètement pour justement optimiser les choses. La première chose, c'est déjà d'exécuter correctement les fondamentaux. Comme on se l'est dit, ce qu'il faut, c'est des messages qui soient à maxima personnalisés. Donc la personnalisation n'est possible que lorsque l'on en sait clairement sur le prospect ou sur le client, parce que le risque, c'est de faire fausse route si on part sur des scénarios par a priori. Adapter aussi le niveau de sollicitation, c'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui va être impacté pour la première fois à la marque et quelqu'un qui se rend pour la 10e fois sur le site et il n'est pas converti, on n'aura pas tout à fait le même niveau de sollicitation pour l'emmener vers la conversion. Créer aussi de l'interaction intelligente, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il vient sur le site, c'est avoir idéalement la capacité aussi à personnaliser les choses. Si on prend le cas par exemple d'un Amazon, entre la première visite, la deuxième visite et la troisième visite, la page d'accueil n'a jamais les mêmes contenus parce qu'ils tiennent compte des expériences passées pour justement personnaliser les visites à venir. Communiquer sur les centres d'intérêt, où là on peut aussi apporter de la caution aux produits proposés à partir des centres d'intérêt identifiés. Et à partir de là, les conditions sont plutôt réunies pour générer de la performance sur l'acquisition à proprement parler de prospects ou encore de réactivation client. Donc ce qui est relativement simple et ce qui nous amène aux bons vieux fondamentaux web marketing qui sont ni plus ni moins que d'adresser la bonne offre à la bonne cible avec le bon discours et la différence par rapport à avant, le bon canal. Autrefois, les canaux de communication étaient plutôt réduits et relativement proches. Là, on voit qu'on a une véritable diversité dans les canaux et même si on prend le digital, tout un tas de canaux exploitables. Mais en tout cas, le digital n'a jamais été aussi approprié que de respecter ces critères de communication. Et c'est justement ce qu'on va voir concrètement ensuite. Donc, comment améliorer la performance par l'exploitation de la donnée consommateur? La première chose sur l'exploitation de la donnée, on va retrouver ici les 6 grands fondamentaux qui doivent être respectés dès lors qu'on a de la donnée et qu'on souhaite en faire l'usage pour justement optimiser les stratégies de communication. La première chose, c'est de la collecter, cette donnée, qu'elle soit mobile, qu'elle soit web, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit dans vos points de vente, qu'elle soit en ligne ou encore bien entendu sur votre CRM, qui est vraiment l'entrepôt de données idéal. C'est là qu'on a la donnée généralement la plus fiable, la plus structurée et la plus enrichie. Une fois que la donnée est collectée, ce qu'il faut ensuite, c'est la stocker, donc la rassembler, l'exploiter, la sécuriser et à présent, bien entendu, la mettre en conformité.
Et grâce à ça, on transforme la donnée en connaissance client. Une fois que la donnée est stockée et sécurisée et exploitée, ensuite, ce qu'on va modéliser, c'est justement cette connaissance client. C'est dans mes clients, quels sont mes clients qu'on appelle les plus précieux, c'est-à-dire les plus fidèles, les plus rentables, quels sont à l'opposé les clients les plus volatiles qu'on peut par exemple appeler les promophiles, qui eux ne déclencheront un acte d'achat que si c'est lié à une offre ou une incitation particulière, alors que sur les clients les plus précieux, on voit qu'une véritable fidélité à la marque, et c'est plutôt de la reconnaissance et de l'attachement qu'il faut que l'on travaille, plutôt que de la promotion particulière pour les activer. Donc une fois que cette connaissance est travaillée, on va venir profiler les différents, profils types de nos clients ou encore de nos prospects, les scorer et à partir de là, mettre en place du ciblage. Ces différentes actions vont permettre de travailler bien entendu la fidélisation. Si pour votre modèle économique c'est approprié, c'est la première chose à faire, c'est travailler la fidélisation parce qu'on sait très bien c'est beaucoup plus rentable de réactiver un client conquis que de conquérir un nouveau prospect. Ça va permettre aussi de mettre en place des stratégies d'acquisition en regardant justement le comportement des clients les plus précieux. On va justement voir si on n'est pas en mesure d'aller chercher des prospects similaires qui n'auraient pas encore été impactés à la marque. On va mettre en place des stratégies sur le CRM et personnaliser les actions de fidélisation et d'acquisition grâce à cette connaissance client. Et là, on transforme la connaissance client clairement en action. Et dernière brique, c'est une fois que ces scénarios sont déployés et orchestrés, ce qui est important et crucial, c'est l'analyse des résultats par de la visualisation de données en mesurant le retour sur investissement sur des indicateurs clés prédéfinis. On va regarder par exemple sur les clients, quel est le retour sur investissement, quels sont les résultats obtenus et quels sont les résultats obtenus d'un point de vue retour sur investissement. De la même manière sur les prospects, quels sont les résultats obtenus et quel est le retour sur investissement obtenu. Et à partir de là, arbitrer entre la capacité à aller fidéliser davantage ou la capacité à aller acquérir davantage de clients. Et là, on transforme clairement les actions en profit pour l'entreprise. Et enfin, une fois que ces analyses sont réalisées, on optimise les choses, on maximise les profits et on réduit les coûts marketing, ou à l'inverse, à ISO coûts marketing, on va aller toucher une population et des audiences beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes. Donc on retrouve ici les 6 prérequis de structuration de la donnée pour ambitionner de mener des stratégies d'audience grâce à ces données fiabilisées, structurées et scorées. Est-ce que à ce stade, certains d'entre vous ont une ou des questions? De toute façon, on aura une petite séance de questions à la fin pour ceux qui le souhaitent. Donc, une fois que ces données sont structurées, concrètement, ce que l'on fait maintenant pour déployer les campagnes, première chose, c'est qu'on identifie déjà tous les canaux qui permettent d'utiliser cette donnée pour personnaliser l'action, donc notamment l'emailing, le SMS, le VMS, pour mémoire, c'est le Vocal Message Service. C'est la capacité à laisser un message vocal directement sur le répondeur et par conséquent personnalisé, sans faire sonner le téléphone. Tout ce qui est logique comme en Drive to Store. Bien entendu, les campagnes SEA, donc c'est tout ce qui est référencement de liens sponsorisés, que ce soit sur Google, sur Microsoft, anciennement Bing, ou encore sur Facebook, ou encore sur LinkedIn, mais tout ce qui est stratégie d'achat de mots-clés ou de ciblage payant. Les notifications push, bien entendu, tout ce qui est campagne sur les réseaux sociaux, et aussi les actions print qui peuvent être aussi personnalisées à partir de la connaissance des clients. Donc, si on en revient sur le web, c'est comment construire ces audiences pour mieux cibler. La première chose, et qui est le prérequis fondamental, déjà, c'est de dissocier vos prospects de vos clients, pour 3 raisons. La première, c'est on peut se dire que dans certains cas, on va clairement écarter les clients, parce que la volonté première du digital serait de conquérir le maximum de prospects. Donc, l'intérêt déjà de dissocier les choses, c'est que ça nous permettrait, par exemple, de retirer les clients de nos ciblages. Deuxième cas qui permet de dissocier les prospects des clients, ce serait de prioriser les choses. On peut se dire qu'on n'écarte pas les prospects, par contre, pas les clients. Par contre, on va prioriser sur les prospects et minorer les choses sur les clients. Troisième chose, ça peut être pas de volonté particulière entre les prospects et les clients, dès lors que l'acquisition elle est rentable et que ce soit un client ou un prospect, peu importe. Par contre, l'intérêt, ce serait de comprendre vos clients. C'est-à-dire que le fait de dissocier les choses, c'est qu'on regarderait justement comment se comportent vos clients et la connaissance client, et notamment dans leurs usages et dans les sites fréquentés et dans les terminaux utilisés, nous permettrait d'en savoir plus sur le ciblage qu'on pourrait faire côté prospect.
Donc le prérequis premier, c'est de dissocier les prospects des clients, bien entendu, dès lors que vos bases de données le permettent, ou encore cette dissociation faite dans votre CRM. Donc l'intégration de ces bases de données peut se faire directement au sein des plateformes, c'est-à-dire au sein des plateformes Google, au sein des plateformes Microsoft, ou encore au sein des plateformes Facebook ou des plateformes LinkedIn. Et c'est le principe qu'on appelle de base repoussoir. C'est-à-dire qu'une fois que ces bases sont intégrées, on peut justement mettre en repoussoir les clients, on peut mettre en repoussoir les prospects, ou le fait de mettre en repoussoir, c'est de personnaliser aussi les messages sur les clients, ou encore permettre la personnalisation des messages sur les prospects. L'intérêt sur une plateforme telle que Facebook, justement, c'est qu'on peut travailler ce qu'on appelle les audiences similaires. C'est-à-dire qu'en intégrant, comme je le disais, vos bases de données clients dans Facebook, nous, on va modéliser leur comportement de navigation grâce à Facebook. Une fois ce comportement de navigation modélisé, on va justement regarder grâce à ça sur Facebook, est-ce qu'il n'y aurait pas un segment de la population qui aurait exactement le même comportement de navigation, mais qui n'aurait encore jamais été impacté à la marque ou encore au service. Donc c'est ce qu'on appelle du clonage d'audience. Et à partir de là, on part du principe qu'à ISO besoin, ils auront certainement une navigation relativement proche. Et en allant chercher justement ces audiences jumelles ou encore audiences similaires, par prédiction, au-delà de tout ciblage particulier, on va réussir à toucher ces populations similaires, les solliciter autour du service ou autour du besoin et les emmener vers la conversion. Donc là, on a un exemple concret de ce qui est possible d'être fait au sein de Facebook en utilisant la connaissance client et en modélisant justement leur navigation sur cette plateforme. Si on prend par exemple le cas concret, imaginez que vous ouvrez un magasin de vêtements éthique. Le premier ciblage qui pourrait être fait, c'est par exemple de viser plutôt les hommes entre 25 et 35 ans, sensibles à l'environnement et habitant, je dirais, dans les principales métropoles. L'intérêt de faire de l'audience similaire, c'est qu'on s'affranchit de tout a priori particulier. Et c'est là qu'on peut découvrir que sur ce segment d'achat, c'est plutôt les femmes qui sont sensibles à ce produit-là, et qui seront les plus à même de commander ce produit en question. Et ce qui, du coup, évite tout mauvais cheminement sur un ciblage par a priori qui n'aurait pas forcément apporté de valeur ajoutée, en tout cas de valeur ajoutée business, sur la mise en avant et le développement des ventes de ce produit-là. On a d'autres cas, sur par exemple tout ce qui est résidence-service senior, avec toujours deux enjeux. Est-ce qu'on s'adresse directement aux futurs résidents en se disant que c'est le plus à même d'être touché et le plus à même, je dirais, d'investiguer le projet et d'y souscrire, ou à l'inverse, est-ce qu'on vise plutôt les prescripteurs, qui seraient les enfants ou les proches de ces futurs résidents, qui seraient peut-être aussi les plus à même d'anticiper ce projet-là et de les accompagner dans ce cheminement-là. L'intérêt de travailler justement ces audiences similaires à partir déjà des fichiers clients remis par nos clients, c'est qu'on va venir directement modéliser ces audiences-là, s'affranchir de tout ciblage particulier et d'aller chercher les populations les plus proches de celles qui sont clientes de ces résidences-là, en regardant justement la manière dont elles se comportent. L'autre point qui permet justement l'intégration des bases de données dans ces plateformes, c'est tout ce qui est stratégie de remarketing, ou ce qu'on appelle aussi retargeting, ou plus simplement reciblage publicitaire. Dès lors qu'on est sur ces stratégies-là, on peut aussi avoir des reciblages publicitaires plus ou moins forts, dès lors qu'ils soient prospects ou clients. Notamment dans la personnalisation des messages. On a ici l'exemple sur du reciblage publicitaire. Si on regarde toujours notre cas de vêtements éthiques tout du moins, sur un client, on va plutôt valoriser l'engagement de la marque et le volume de marque et la livraison offerte à partir de 100 €. Sur un prospect, on va plutôt avoir des accélérateurs à l'action avec notamment la livraison gratuite parce que c'est une première commande, sachant que ce n'est pas évoqué, et 10% supplémentaires sur la première commande pour l'inciter à l'action. Et on voit très bien que pour un même internaute qui est venu sur le site web, dès lors qu'on dissocie si les clients ou prospects, sur le message qui va lui être poussé ensuite, on n'aura pas du tout la même accroche et pas du tout les mêmes arguments, et du coup pas du tout la même rentabilité non plus, pour justement le faire souscrire et le faire activer son panier au plus vite, uniquement lié au fait qu'on le sache s'il est déjà client ou encore prospect. Donc ça paraît assez
comment je dirais, invisible pour l'internaute, mais c'est là qu'on voit que sur un résultat de recherche, on n'a pas du tout les mêmes résultats entre un individu et un autre, simplement, si je puis dire, à la fois dans le contenu qui est poussé, mais aussi le niveau d'enchère. Si on fait juste une petite parenthèse sur le référencement payant, pour mémoire, le référencement payant, à chaque fois que l'on est cliqué, on est facturé, et le coût par clic dépend du niveau de concurrence. Et on sait très bien que sur certains marchés, les niveaux de concurrence sont très forts, et qu'à arriver à un certain moment, le niveau de concurrence est tellement fort que le fait de faire du référencement payant n'est plus forcément rentable pour notre client. Et bien là, grâce à ça, on a la capacité à investir fort dès lors qu'il est prospect, pour vraiment aller le capter, et à l'inverse, de calmer un peu les choses s'il est client, parce qu'il est déjà dans nos bases de données, et on aura d'autres canaux pour le toucher, comme par exemple l'emailing ou d'autres actions, qui sont beaucoup moins chères, plutôt que de le capter systématiquement par le référencement payant, qui aura un coût par clic qui sera trop élevé. Et on peut aussi directement écarter les prospects et ne communiquer que sur les clients, parce que le coût d'acquisition prospect étant trop élevé, il n'y a que sur la partie client qu'on arrivera encore à être rentable. Donc au-delà de la personnalisation et de l'expérience qu'offre la marque pour nos internautes, d'un point de vue rentabilité, on est vraiment sur des schémas très vertueux. Et à présent, c'est uniquement comme ça qu'il faut imaginer les stratégies d'acquisition dès lors qu'on souhaite vraiment aller chercher le maximum de rendement et offrir l'expérience client la plus aboutie. L'autre point aussi, si on en revient sur la partie justement génération de leads, l'intérêt aussi de la connaissance client, c'est que ça permet aussi de ce qu'on appelle réactiver les leads disqualifiés. Les leads disqualifiés. Si je reprends mon exemple toujours de l'immobilier par exemple, si on prend un promoteur qui lance une opération immobilière avec différents appartements à vendre, on va mettre en place des actions pour générer le maximum de contacts justement sur notre ciblage Pinel. Les contacts sont générés, sont adressés à la force de vente. La force de vente rencontre les prospects. Et il se peut que l'affaire se fasse ou non en fonction de la disponibilité restante sur l'opération. Et ce que l'on remarque, c'est qu'il y a pas mal de leads qui sont disqualifiés parce qu'au moment où le prospect prend contact sur cette opération-ci, il n'y a plus forcément les biens qu'il recherche. Donc l'affaire ne se fait pas dans le CRM, le lead est disqualifié. Autrefois, ce lead disqualifié serait mis à la poubelle et on n'y retoucherait pas. La connaissance client aujourd'hui nous permet justement d'identifier les centres d'intérêt de ce prospect-là et sur les prochains lancements d'opérations, d'automatiquement ressolliciter ces prospects à partir de l'ensemble des points d'intérêt que l'on a identifiés, de la connaissance que l'on a acquise, la capacité à les relancer sur l'opération la plus adaptée, permettant justement de retenter de le conquérir sur cette fois-ci. Et sur notamment différents promoteurs qu'on accompagne sur des logiques d'acquisition, la moyenne que l'on observe, c'est que sur l'ensemble des leads disqualifiés, donc qui ont été conquis par le passé, mais sur des périodes relativement courtes, parce que le lead il ne va pas non plus attendre 4 ans, mais sur des périodes relativement courtes, sur l'ensemble de ces leads disqualifiés qui auparavant auraient été mis de côté et les nouvelles opérations auraient été uniquement alimentées par la génération de nouveaux contacts, la connaissance client qui est faite sur ces leads disqualifiés et par conséquent la personnalisation qui est faite sur les nouvelles campagnes de communication, sur des lancements qui sont faits, représente jusqu'à 20% des ventes totales issues du digital. Donc on voit très bien que d'un point de vue rentabilité, c'est assez infaillible. Et l'autre point, d'un point de vue aussi satisfaction client, ce qui est intéressant aussi pour le client, c'est que même si lors d'un premier rendez-vous, la transaction n'a pas été réalisée parce qu'au moment où ils ont rencontré l'opérateur, il n'y a pas forcément les biens, le fait que la marque soit en mesure de leur repousser le bon produit, le bon nouveau produit, au bon moment et sur les bons critères, génère aussi une expérience avec la marque forte, une expérience avec la marque personnalisée et mécaniquement génère aussi du business commun. Donc les bénéfices qu'offrent justement ces stratégies tirées de la connaissance client, première chose pour la marque, c'est ce qu'on appelle un marketing de l'engagement, c'est-à-dire que la personnalisation des messages, comme on peut le voir, génère mécaniquement beaucoup plus d'engagement de l'internaute sur la marque plutôt que des messages généralistes qui ne dissocieraient pas les choses. L'autre point, c'est un marketing aussi piloté par la donnée. C'est que maintenant, avant, c'était plutôt les ciblages qui faisaient les orientations de communication. Maintenant, c'est la donnée qui dicte l'ensemble des ciblages qui sont faits. Justement, comme on voyait sur l'exemple de Facebook, en travaillant les audiences similaires, c'est celles-ci qui vont gouverner les orientations de communication et non pas les ciblages par a priori, comme ce qui pouvait être le cas par le passé. Et enfin, pour la marque, un marketing créateur de valeur.
comme on l'a vu, un créateur de valeur d'un point de vue attachement à la marque, créateur de valeur d'un point de vue aussi business, rentabilité, et créateur de valeur aussi de différenciation par rapport à d'autres marques. Les bénéfices côté consommateur, c'est qu'on a une expérience qui est cohérente et fluide. Si je reprends le cas de l'immobilier, le fait de redéclencher de l'email sur un nouveau lancement, c'est plutôt cohérent et plutôt fluide par rapport à l'ensemble, je dirais, des critères qu'on avait collectés sur l'expérience passée. Sur une relation personnalisée, là on va venir directement s'adresser à la personne, comme on l'a vu par exemple en exemple sur le reciblage publicitaire. Donc dans le titre, on ne met pas vous client, vous prospect, mais en tout cas le message est clairement personnalisé par rapport à la connaissance que l'on a de l'individu. Et là aussi, plus d'attachement à la marque. On voit qu'en travaillant l'ensemble de ces actions-là, on travaille la préférence de marque, et c'est ce qui favorisera aussi à la fois le partage d'expérience, notamment sur les sites d'avis ou encore sur les réseaux sociaux, mais aussi cet attachement qui est fait, c'est ce qui favorisera aussi la préférence dès lors qu'on a un nouveau projet à faire. C'est plutôt cette marque qui sera sollicitée par défaut, plutôt que reparcourir l'ensemble du parcours sur le digital en refaisant un état de l'ensemble des acteurs qui pourraient les accompagner. Donc voilà les 3 bénéfices. Également côté consommateur. Et si j'en reviens justement au tout départ sur la connaissance client, notamment sur les stratégies de fidélisation, la connaissance client sur les stratégies de fidélisation est la plus rentable et la plus nécessaire pour justement travailler les 3 grands fondamentaux des stratégies de fidélisation, ce qu'on appelle les stratégies RFM, la récence, la fréquence, le montant. Les stratégies de fidélisation permettront de faire en sorte que vos clients soient clients plus longtemps, qu'ils achètent plus souvent et qu'on augmente le panier d'achat à chaque transaction. Et c'est l'addition de cette récence à la fréquence et au montant de la transaction qui permettront justement de générer le maximum de chiffre d'affaires, le maximum de rentabilité et le maximum de fidélité. C'est les 3 points sur lesquels, dans les stratégies de fidélisation, il est nécessaire de travailler dès lors que les bases de données sont structurées par typologie client, par typologie prospect. Et sur chaque typologie, on va justement travailler ces scénarios pour influer sur ces 3 indicateurs. Un chiffre qui est à retenir, qui sera juste après le cas client. Justement, là, je vais vous présenter un cas client. Donc, c'est un client qui s'appelle AVA, qui a changé de nom dernièrement, qui s'appelait par le passé les laboratoires Yves Monroy. Ils sont spécialisés dans les produits cosmétiques et tout ce qui est complément alimentaire. C'est des clients qu'on accompagne depuis un peu plus de 10 ans, qui avaient d'un côté de grosses stratégies d'acquisition digitale, d'un autre côté de grosses bases de données clients assez historiques parce que ce sont d'anciens VPCistes. Et entre le travail de structuration de la donnée et nous, le travail de structuration de l'acquisition et le rapprochement entre les deux, nous a permis justement de mettre en place ce dispositif où on a mis en place ce qu'on appelle une DMP. Donc là, je ne vais pas vous perdre, mais c'est simplement dès lors qu'on est sur des gros volumes de données. Donc comme je vous disais, soit vous avez un fichier client, soit vous avez un CRM, soit vous avez un datamart. Donc le datamart, c'est la version la plus aboutie pour la partie gestion de données. Et la DMP, c'est une brique supplémentaire qui va venir permettre de mettre en place des stratégies d'audience issues du datamart. Et dans une DMP, qu'est-ce qu'on retrouve Ce qu'on va retrouver, c'est la donnée de l'annonceur, la donnée aussi des partenaires business et également des fournisseurs extérieurs. Et l'addition de ces 3 données-là permet justement d'avoir le niveau de finesse et le niveau de fiabilité le plus fort pour tendre vers ce qu'on appelle un référentiel client unique, où chaque client va être justement identifié par son parcours, par ses terminaux, par ses usages, et on saura que cette personne sur Facebook, ce visiteur sur le site, ce visiteur sur le point de vente, ou encore cette adresse mail, c'est le même individu par la réconciliation de la donnée. Et c'est l'addition de ces différentes sources de données qui nous permettent de faire cette réconciliation de ces différents, environnements et tendre vers ce référentiel client unique. Donc une fois que cet entrepôt a été fait et structuré et toutes les données réconciliées, on avait justement pour objectif de développer le chiffre d'affaires encore et toujours, mais vraiment avec une logique d'optimisation des rendements digitaux. Et l'optimisation de ces rendements-là passe mécaniquement par ce travail préalable de structuration de la donnée et de la connaissance client. Et d'un point de vue plan d'action, donc ce qui a été mis en place, c'est justement d'unifier les données, ensuite de segmenter les bases clients, prospects, des clients les plus précieux aux clients les plus promophiles,
personnaliser grâce à ça les campagnes digitales. Pour chaque segment de clients, on avait les accroches qui étaient définies, les contenus qui étaient définis et les séquences et la fréquence des séquences qui étaient définies et l'orchestration des scénarios au plus près du parcours, comme on le voyait sur le parcours client, entre le référencement et la recherche, la prise de contact et les scénarios des mails. En termes de résultats, l'exploitation de cette donnée versus la non-exploitation par le passé a permis déjà dans un premier temps d'augmenter 9% de taux de conversion. Donc on voit que sur cette audience qui était davantage qualifiée et davantage structurée, elle convertit grâce à ça beaucoup mieux, avec 9% de progression. D'un point de vue acquisition, c'est que ça a permis aussi sur cette audience qui convertit mieux d'avoir une part de nouveaux clients plus forte. En dissociant les choses et en priorisant les choses, ça nous permettait de gouverner davantage la conquête de nouveaux clients versus les réactivations de clients déjà en base. Et enfin, la segmentation, la personnalisation et la mesure nous a permis aussi de réduire de 30% les coûts d'acquisition de nouveaux clients. Donc, ce qui a permis de mieux convertir, de davantage conquérir et d'augmenter la rentabilité de la conquête. Donc, en conclusion, sur les deux grands axes, notamment sur la génération de leads, ce qui est à retenir, c'est que la connaissance client permettra non seulement d'optimiser vos coûts d'acquisition, comme on l'a vu en priorisant les choses, mais aussi viendra accompagner la transformation finale, comme on l'a vu aussi dans la réactivation par exemple de leads qui étaient disqualifiés par le passé, et la connaissance client permettant justement de les restimuler, de les remettre sur le parcours d'achat. Et sur l'e-commerce, comme on l'a vu, la connaissance client permettra de faire en sorte de construire une relation durable pour que vos clients consomment plus souvent et plus longtemps. Et sur le sujet, un chiffre que nous on observe sur l'ensemble des e-commerçants que nous accompagnons, en l'occurrence, c'est un e-commerçant exploitant au maximum le potentiel de ces données augmente jusqu'à 60% sa marge opérationnelle. Et c'est comme ça qu'on arrive à écraser, je dirais, la surenchère qu'on peut avoir en continu sur l'ensemble des leviers d'acquisition, que ce soit sur Google, les coûts d'enchère augmentent continuellement, que ce soit sur Microsoft également, que ce soit sur Facebook également. Si on prend le référencement naturel, c'est aussi de plus en plus bataillé et ça demande des investissements de plus en plus forts. Et justement pour éponger et écraser ces hausses mécaniques d'investissement, la connaissance client permet justement d'affiner les choses, d'être moins dans la masse et mécaniquement de retrouver de la marge opérationnelle plus rentable et plus rapidement. Merci à vous. Je ne sais pas si je suis dans 3 minutes. Parfait. Place aux questions. Dites-moi s'il y a un point particulier que vous souhaitez que l'on éclaircisse. Bonjour. Avant tout, merci pour ces précisions et effectivement tous ces informations données. Pour ma part, donc, je travaille sur le secteur immobilier. On travaille avec Mediaveil justement, donc des exemples très parlants, notamment au niveau du parcours client. Je pense qu'il y a quelque chose sur votre exemple d'AVA, peut-être qui mériterait une petite précision. C'est un accompagnement qui a été fait par vos soins à 100% ou c'est également un accompagnement avec des outils de pilotage interne qui donnent la main justement à l'équipe marketing de l'entreprise pour aller de l'avant sur ces sujets? Alors oui, c'est en fin de compte, même pour être précis, il y a même 3 choses. Il y a nous, Mediaveil sur la partie acquisition, notre filiale Avancy sur la partie données, connaissances clients, et en parallèle des solutions tierces qui ont été déployées, à la fois pour récolter la donnée, à la fois pour la structurer, et ensuite différents outils pour l'exploiter. Donc c'est l'addition à la fois de connaissances à des outils, mais également des synergies entre les stratégies d'acquisition et la connaissance client observée chez Avancy. D'accord. Et donc pas un outil, entre guillemets, miracle qui permettrait de centraliser l'utilisation, ou en tout cas tous ces canaux, et qui nous permettrait de segmenter, de cibler ces clients? Alors, des outils miracles, il y en a à présent. Et ce qui est intéressant, qui permet justement d'avoir une solution qui va gérer l'intégralité. Donc ça a beaucoup d'avantages. Le seul inconvénient, c'est le coût que représentent encore ces solutions-là. Et pour justement amortir ces coûts-ci, c'est le volume de données qui permettra de tendre vers ça. Donc nous, néanmoins, par le volume de clients qu'on accompagne, même si on est sur des solutions sur mesure, ça reste assez agile et assez facilement déployable. Mais on a aussi des solutions clés en main
sont beaucoup plus simples à déployer, beaucoup plus simples comment à faire évoluer. Mais le prérequis, je dirais, pour investir dans ces solutions-là, c'est le volume de données. Ou pour que ces solutions soient rentables et pour que ces solutions qui sont remplies d'intelligence artificielle fonctionnent bien, c'est plus il y a de la donnée, plus ils ont un apprentissage qui est fort, plus ils ont un retour d'expérience qui est fort et plus ils seront fins dans les scénarios à orchestrer. Et notamment, pour pas trahir de secret, la solution qui permet tout ça, c'est la solution Bluven, qui est justement exposante sur l'espace exposant, donc que vous pouvez aller rencontrer, qui eux ont vraiment la suite complète, qui permet d'avoir aucune rupture dans le parcours client, aucune rupture dans les outils et aucune rupture dans la communication entre les différentes plateformes et les stratégies d'acquisition. Une autre question ? Parce que de toute façon on a atteint le temps. Très bien, écoutez, merci à vous et bonne journée.